de la compte. Salut à tous, samedi 12h50, plus clair, 5e numéro, ravi d'être avec vous pour toute l'actu des médias en images. Au menu cette semaine, une très rugbalistique, le match France-Nouvelle-Zélande, c'est ce soir. Télé et sponsors croisent les doigts. Dans notre JT des médias, nous parlerons également des jeux télé déclinés en DVD ou carrément online, un marché en pleine expansion. Emmanuel Chin est l'invité de ce JT, on ne le voit pas mais il n'arrête pas. Il produit beaucoup de prime time très attendus la semaine prochaine, l'un avec Béatrice Schoenberg, l'autre avec Marie Drucker. Sur notre plateau cette semaine également, Roland Magdan. Il présente depuis un mois sur M6 Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans. Il dressera pour nous un premier bilan. La chaîne programme d'ailleurs un prime time le 19 octobre. Comment la télé nous parle-t-elle de sexe? Nouveau format, nouvelle proposition cette année. Nous nous sommes penchés sur la question. C'est notre dossier de la semaine. Estelle Denis et Nico Saliagas, ça n'a rien à voir, ont joué pour nous au jeu de l'ITV Télé. Et bien sûr, vous retrouverez le zapping, la webzone et le phénomène Small World. Vous verrez que le monde des people est aussi petit sur le net que dans la vie. Et puis toute l'actu des séries françaises et étrangères, c'est notre observatoire des séries. Voilà, on va commencer par le plus chaud, l'essentiel. Comme chaque semaine, c'est le JT, c'est parti. À la une, un léger tremblement. Comment ne pas frissonner en entendant le haka des légendaires All Blacks? Les Bleus vont tenter l'exploit ce soir à Cardiff. Les battre, c'est déjà arrivé. Qualification ou fin de l'aventure pour les sponsors, pour TF1, qui ont misé gros sur cette Coupe du Monde. Moment capital et difficile peut-être. Quand on pense au quart de finale de ce soir, on pense victoire et forcément on a envie de voir les Français prendre le dessus sur les All Blacks. Derrière l'éventuel exploit sportif se cachent des enjeux financiers énormes. La finale un petit peu avant la lettre, donc il y a eu une réévaluation du prix du spot qui est passé de 65 000 € à 115 000 €, donc c'est quasiment du simple au double. Un tarif qui s'explique. Ce soir, TF1 espère réunir 15 à 16 millions de téléspectateurs. Autrement dit, la une a bien l'intention de battre son record du 21 septembre dernier où 14 millions de personnes étaient devant le match France-Irlande. En même temps, TF1 a mis le paquet des JT. Alors avec nous en direct, Bernard Laporte qui emmène ses Bleus depuis le début de la compétition. Au programme court, en passant par un single. Ouais, Kamaté, classé cette semaine numéro 2 des ventes. TF1 a su appliquer sa méthode marketing déjà approuvée sur le foot. C'est fort, surtout que la chaîne ne propose que 20 matchs, le reste étant diffusé sur Eurosport. C'est quand même compliqué d'être sur des chaînes où 70% des Français ne l'ont pas. Maintenant, les gros matchs sont sur TF1 et tant mieux, quoi. Et je veux dire, c'est quand même... Il y a des scores qui montrent que on regarde TF1. Mais ces records d'audience et de prix de spot de pub pourraient se calmer en même temps que la progression du 15 de France. En finale, par exemple, si la France y est ou si la France n'y est pas, c'est du simple au double. Si la France y est, c'est 200 000 € les 30 secondes. C'est presque un niveau de demi-finale de Coupe du Monde de football. Et si elle n'y est pas, on retombe tout de suite à moins de 100 000 €. Et on apprenait cette semaine que TF1 souhaitait devenir la chaîne du rugby. Une tentative en partie loupée puisque finalement, le tournoi des 6 nations continuera d'être diffusé sur France Télévisions. La suite de notre JT des médias en chiffres et en images, les succès, les déceptions, c'est notre baromètre hebdomadaire. 43%, c'est l'audience de Télématin cette semaine avec Thierry Beccaro. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons commencer la semaine ensemble. Le Joker fait donc le même score que le maître. Souvenez-vous, William Lémergie a été suspendu pour saute d'humeur incontrôlée. Ces petits mystères de la vie ici et là-bas. Visiblement, c'est donc au programme que les téléspectateurs sont fidèles. C'est vrai aussi que Beccaro est la doublure de Lémergie depuis 13 ans. Le tout nouveau Rex fait lui du zèle. 9%, c'est le score de la série allemande Mercredi. Quel succès! En une semaine, Rex a déjà fait oublier le gadin d'Olivier Mine. Bon, on a perdu, c'est bon, on se casse, c'est bon. Finalement, pas besoin d'aller chercher bien loin pour les fins d'après-midi sur le service public. De la bonne série allemande Old School, un gentil chien et des dialogues bien balancés. Bravo Rex, t'as encore esquillé. Un de ces 4, ça va te coûter cher. 26,8, c'est le pourcentage des ménagères de moins de 50 ans que Valérie Damido a chippé à TF1 lundi avec le prime de Déco. C'est impressionnant, hein. Dimanche, Déco avait déjà fait la nique à 7 à 8. Lundi, c'est Sauveur Giordano qui a été mis KO. TF1 a perdu le match des ménagères. La ménagère, c'est une des cibles prioritaires pour les publicitaires. Alors, cette porte marocaine, c'est génial.
C'est vrai qu'on peut tout à fait considérer l'animatrice comme une bonne copine avec qui on a envie de discuter des bons plans déco, on s'appelle au téléphone, tiens, il y a le nouveau rideau machin, tiens, la lampe bidule, etc., etc. Mais la bonne copine d'Amido avait plus de mal face à Koh-Lanta, alors affaire à suivre. On peut faire confiance à TF1 pour redresser la barre sur la case du lundi soir. 18,8% de part de marché, c'est la surprise de la semaine pour France 3 avec des racines et des ailes spéciales Égypte, comme le sexe, l'immobilier ou la santé. L'Égypte, c'est le sujet qui marche toujours, surtout quand c'est bien ficelé comme mercredi soir. Et France 3 ne s'en prive pas. En 3 ans, c'est le 3e opus du même réalisateur. Cette fois, on a eu droit à la belle Néfertari et sa bande. Voici l'image inédite d'une reine de l'Empire de Méroé. Enfin, 23%, c'est le score de TF1 dans Télérama qui a sorti son enquête annuelle sur la télé. TF1 reste donc la chaîne qui correspond le plus à ce que les téléspectateurs attendent, loin devant Arte, France 2 et M6. En clair, aujourd'hui, les sondés sont décomplexés et ne se cachent plus derrière le grand alibi culturel. États-Unis, Europe, les pays riches sont-ils en faillite? Qui veut gagner des millions? Question pour un champion, C'est pas sorcier, Interville, Fort Boyard. Vous connaissez ces jeux télé, vous connaissez peut-être aussi leur déclinaison en jeux interactifs. Les DVD et CD-ROM se vendent comme des petits pains et désormais, pas une émission n'est imaginée sans sa version pour console. Une production française vient même de se lancer online. Karima Hamzaoui. Il y a une semaine, les internautes découvraient ce jeu. Tout le monde veut prendre sa place sur le site de France 2. Le même que la version télé avec un animateur pas aussi speed que Nagui, mais bon. Premier du genre, c'est vous qui créez votre avatar. Un concept qui séduit déjà les gamers purs et durs. Ça peut marcher. Plein de gens peuvent faire partie d'une espèce de communauté et avoir des questions renouvelées tout le temps. En moins d'une semaine, jusqu'à 5000 personnes par jour s'y sont connectées pour y jouer. Un début très prometteur. Les jeux télé déclinés en offres interactives. Un filon qu'on flairait depuis fort longtemps les chaînes nationales. Premier à avoir ouvert la voie Qui veut gagner des millions. À gauche, la version télé. À droite, la version interactive qui cartonne. On est à peu près à 600 000 exemplaires. Ce qui est absolument colossal. Un hit encore inégalé, qu'en pense l'intéressé? Que ce soit à la télévision ou que ce soit en déclinaison à la maison, avec une boîte de jeux, ça marche très très fort. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Les animateurs jouent le jeu, une journée de tournage, ils capitalisent sur leur image. Les chaînes, elles, capitalisent sur les jeux qui font le plus d'audience. Alors forcément, la nouvelle tendance dans les boîtes de prod, vendre un programme télé avec ses déclinaisons. Objectif, garantir aux chaînes un maximum de 10 maths. Faut pas non plus se baser que sur la marque. Moi, j'aimerais bien avoir, pourquoi pas, un jeu Interville ou un jeu Fort Boyard qui essaie de me faire ressentir un peu ce que les candidats ressentent dans le jeu. Déjà sur le marché, déchiffrer des lettres, Interville, Fort Boyard ou C'est pas sorcier. Je te présente Alice, la fille de Paul Rostand. Le photographe, j'adore ce qu'il fait. Autre best-seller, Question pour un champion, vendu à plus de 50 000 exemplaires. Qui sera le prochain? Vous l'aurez compris, à vous de faire grimper l'audience pour pouvoir enfin jouer. Est-ce que c'est votre dernier mot? Vous aimez les marionnettes vivantes, les enfants caoutchouc, les imitateurs d'animaux et les ventriloques. Vous allez être servi avec la 2e saison d'Incroyable Talent, bientôt sur M6. Alexandra Sublet est toujours à la présentation. Patrick Dupont, le danseur, nouveau venu chez les jurés. Julien Dugast est allé leur demander si eux aussi avaient un talent particulier. En ce moment, M6 met en boîte la 2e saison d'Incroyable Talent, une émission où amateurs et professionnels du spectacle ont 2 minutes pour séduire le jury. Souvenez-vous, Incroyable Talent, c'était ça. Ou encore ça. Cette année, l'émission devrait encore nous réserver quelques surprises de ce genre. Je voulais pas me lever en me disant je vais me faire buser, mais par vous, en plus, c'est d'une violence. On compte un nouveau venu dans le jury, Patrick Dupont. Incroyable. On l'a croisé, lui et ses camarades. On en a profité pour partir en quête de leur incroyable talent caché. Mon incroyable talent, honnêtement, ça serait d'être une personne équilibrée malgré les apparences. J'essaie vraiment d'être en équilibre. C'est pas incroyable, ça? C'est très incroyable. Je chante, je suis chanteur, mais il m'arrive aussi de faire de la plongée sous-marine, de faire des grandes bleues à 100 mètres, 120, 130, 140 mètres. À la question « Quel est ton incroyable talent ?» que dois-je répondre? Merde,
Peut-être dans la présentation justement de quelque chose. J'aimerais bien. Alors quel incroyable talent, tu vois, c'est dur. Mais si, mais le rapport humain, l'incroyable talent de l'émotion. Incroyable talent saison 2, c'est 6 épisodes diffusés à partir du mois de novembre sur M6. Et je suis chamois d'or en ski. Il est un monde où la môme est plébiscitée, où Marion Cotillard, Guillaume Canet et Will Smith sont couronnés, où l'on remet un prix pour le meilleur baiser et où c'est le public qui vote. Ce monde est celui des Energy Ciné Awards. Nous étions à la remise des prix au Grand Rex à Paris. Julien Dugast. Et puisque c'était la vie de super-héros. Et oui, ce jour-là, les super-héros restaient dehors. Pour affirmer son identité sur la TNT, Énergie 12 organisait lundi soir pour la 3e année les Energy Ciné Awards. C'est vraiment du direct et ça va être une émission faite à l'instinct, quoi. 8 caméras pour couvrir le direct, mais surtout une ribambelle de stars. Claudia Schiffer, notre Miss France qui a vite tombé l'impair pour laisser notamment apercevoir une très belle robe Regina. Diana, que l'on ne présente plus, est Diana qui avait visiblement un message fort à faire passer. J'adore le cinéma et je suis là parce que je sais qu'il y a beaucoup de producteurs, beaucoup de réalisateurs. Donc s'il y a des producteurs et des réalisateurs, on est là. C'est très dur pour nous de télé-réalité et c'est vrai qu'avec la télé-réalité, c'est pas évident. Mais à partir de la télé-réalité, ça m'a un peu bloqué. Non mais elle n'est pas venue que pour ça, Diana. Eh ben comme tout le monde, je suis venue pour voir l'énergie cinéma. J'étais invitée les quoi, pardon? Tu veux me piéger, hein. Bon ok, sinon pendant qu'une charmante animatrice passait un sale quart d'heure... Bonne soirée, j'espère que vous aurez un prix, monsieur. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez apprendre votre métier. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez apprendre votre métier. Voilà, pendant ce temps-là, une question était sur toutes les lèvres. Quelle différence entre les Césars et les Energy Ciné Awards? Vous la connaissez la réponse, c'est qu'à la fin des Césars, on mange au Phuket et là on mange où on veut. Et quand Guillaume Canet ou Marion Cotillard récoltaient les prix, en backstage, tout près du bar gratos très bien achalandé, Marianne Chazelle avouait à Christophe Willem que oui, elle a voté pour lui. C'est énorme. Donc on a voté, elle était là, elle m'a dit maman il faut qu'on vote, alors on a voté tout ça. J'ai adoré parce que ça va être c'est énorme. Moi je suis très fan de ce garçon. Moi je suis très fan. 23h, fin de la retransmission, Elise Moon peut enfin se la couler douce. Moi c'est pas mon métier, je fais pas de télé, mais j'ai pris ça comme un spectacle, quoi. C'est en direct en plus. Voilà, c'était la 3e édition des Energy Ciné Awards 2007 avec une image notamment qu'on n'est pas prêt d'oublier. Pussycat, pussycat, I love you, yes I do. Béatrice Schoenberg, mardi sur France 2, Marie Drucker, mercredi sur France 3, Fais pas ci, fais pas ça, chaque samedi sur France 2 toujours, 7 à 8 chaque dimanche sur TF1. Vous avez trouvé le point commun, derrière toutes ces émissions se cache un homme. Allez, je vous donne un autre indice, il a juré qu'il n'épilerait jamais, jamais ses sourcils. Emmanuel Chin est avec nous. Plus il est discret à l'écran, plus il est actif en coulisses, producteur hyper prolifique. Alors est-il un homme heureux? Je vais lui demander tout de suite. Bonjour Emmanuel Chin. Bonjour. Et ravi de vous accueillir sur ce plateau de Plus Clair. Merci Charlotte. Grosse rentrée pour Éléphant et compagnie, votre société de production. Vous n'arrêtez pas. Ah oui, c'est vrai que c'est une rentrée très excitante, très riche, avec 2 nouveaux magazines que vous allez découvrir cette semaine, enfin début de la semaine prochaine, mardi et mercredi, comme vous l'avez dit, 2 magazines événements. L'un avec Marie Drucker et Max Gallo, le premier magazine sur l'histoire en prime time, ce sera mercredi soir sur France 3. Et l'autre avec Béatrice Schoenberg, les 100 qui font bouger la France mardi soir. Voilà, ça c'est les 2 grosses nouveautés de la semaine. Il y a beaucoup de programmes d'histoire précisément sur le service public. Comment vous vous différenciez, vous? Qu'est-ce que vous apportez de neuf dans Droit d'inventaire? Alors c'est très différent, Droit d'inventaire. D'abord c'est un magazine journalistique avec 2 tiers, 70% d'enquêtes, comme des thrillers qui racontent l'histoire contemporaine. C'est un magazine en prime time, donc à une heure de très grande écoute, à 20h50. C'est risqué. C'est risqué et c'est l'audace du service public que de le faire. Mais en choisissant le général de Gaulle pour une première, on ne prend pas vraiment de risque, c'est quand même... Alors, non, c'est au contraire, c'est toujours risqué parce qu'on se dit, général de Gaulle, on sait tout. D'ailleurs, ce premier numéro, De Gaulle, droit d'inventaire, n'a pas pour vocation de raconter De Gaulle de A à Z, mais de revenir sur quelques moments clés de l'histoire de Gaulle et d'apporter des révélations, des archives inédites, des histoires inédites. Je vous prends quelques exemples. Par exemple, vous allez découvrir mercredi soir la vraie histoire de l'appel du 18 juin. Nous avons découvert, en préparant ce magazine, que les bandes avaient été effacées après le 18 juin, que l'appel que tout le monde a entendu a été réenregistré le 22 juin. Il y a même le premier reportage People de l'histoire politique du XXe siècle, où on voit Charles de Gaulle avec sa jeune épouse Yvonne,
On a retrouvé ces archives qu'on a, je crois, jamais vues dans leur résidence du Kent et qui sont en train de faire un reportage People pour lancer De Gaulle, comme on lance, je dirais presque un produit au monde entier pour qu'on le connaisse. Donc c'est une façon nouvelle d'aborder l'histoire. C'est un exemple, Quels sont les autres nouveau. Numéros Alors les autres prochains sujets numéros, abordés? eh bien écoutez, vous le découvrirez au mois de novembre. Je ne souhaite pas trop avant révéler ce que nous racontons. Il y a 3 numéros en préparation. Nous avons fait le choix. Nous avons fait le choix. Ça pourrait être un thème. Nous avons fait le choix de revenir sur soit des personnages très forts de l'histoire, soit des événements contemporains très marquants qui ont un côté peut-être un peu polémique. Béatrice Schoenberg est l'autre femme que vous mettez à l'honneur à l'antenne. C'est sur France 2 cette fois et c'est mardi avec un programme extrêmement ambitieux. En tout cas, quand on le lit sur le papier, 100 Français réunis sur un plateau, 50 minutes de reportage, une dizaine de sujets produits en tout. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et le but, c'est de mettre au cœur de ce dispositif les vrais Français, en tout cas ceux qui font les choses. C'est extrêmement ambitieux. C'est ambitieux, c'est événementiel. Premier thème, l'école. Ceux qui font bouger l'école. Chaque mois, ce seront les 100 qui font bouger la France. Alors pourquoi 100 ? Parce que j'ai une question à vous. Oui, non, il y a une mode. J'ai une question à vous poser pendant la campagne présidentielle. Ils étaient 100. Il y a un contre 100, c'est le jeu sur TF1. Sur W9 également, ils sont, rien que la vérité, ils sont 100 téléspectateurs. On a l'impression que 100, c'est le chiffre magique pour les producteurs. Écoutez, espérons que le chiffre sera magique jusqu'au bout. Je pense qu'il le sera. Je pense que c'est un chiffre qui a l'avantage d'être simple, lisible. Ce sont à chaque fois des personnes, effectivement, pas forcément connues, le plus souvent pas connues d'ailleurs, du tout, mais qui font des choses et qui agissent. L'école, pour commencer, combien de numéros sont programmés, combien de numéros sont commandés ? 8 numéros pour une première saison, c'est-à-dire en gros 1 par mois. Il y en aura 3 d'ici à Noël, un début novembre, un début décembre, et puis ensuite 5 entre janvier et juin. Donc 8 numéros mensuels à magazine pour une première saison. C'est déjà un magazine très ambitieux et c'est déjà formidable de pouvoir créer l'événement avec ce magazine des 100 qui font bouger la France. Autre exercice, plus délicat pour Éléphant et compagnie, la fiction. On a vu ces dernières semaines que c'était un pari risqué pour toutes les chaînes. Vous produisez Fais pas ci, fais pas ça. C'est programmé le samedi à 19h sur France 2. Deux familles, le Pic, famille classique, limite coincée, et de l'autre côté les Boulets, post 68 arts, apparemment plus cool. Je vous propose de regarder un extrait. Pour se faire 40 minutes, il y a une suite qui est prévue. Oui, la chaîne a déjà commandé la suite. Nous sommes en écriture et nous tournons les 12 prochains épisodes à partir du mois de novembre, qui seront diffusés dans le début de l'année 2008. Vous produisez toujours 7 à 8, ça ce n'est pas nouveau. En revanche, ce qui est un peu plus nouveau, c'est que l'émission fait l'objet de critiques, notamment de la part des anciens animateurs. Laurence Ferrari et Thomas Huck, c'est dans Télé Loisirs cette semaine. Je les cite, nous ne reconnaissons plus l'émission. C'est un peu vache, ça doit vous toucher d'entendre ça, non ? Ben, je trouve que ça ne leur ressemble pas de dire ça. C'est pas du tout la réalité, l'émission. Les téléspectateurs continuent à la reconnaître telle qu'elle. Vous mettez ça sur le compte de quoi ? Écoutez, j'ai pas envie de polémiquer avec Laurence, que j'aime beaucoup par ailleurs et qui fait une très bonne émission, mais qui, si vous voulez, dans cette interview, je vais vous dire franchement, Laurence Ferrari m'a laissé un message après cette interview où elle m'a dit nous ne nous sommes pas du tout retrouvés dans les propos qu'on nous a prêtés. Ah bon ? Absolument, c'est un message qu'elle m'a laissé après. Parce que pourtant, c'est dans Télé Loisirs et c'est extrêmement précis. Mais elle m'a laissé un message pour me dire qu'elle ne s'était absolument pas retrouvée dans ses propos. C'est marrant parce que ça fait un peu microcosme médiatique et moi, ça me... Non, c'est une émission qui est très très connue du public, que tout le monde regarde, que tout le monde suit. Et il y a une petite polémique autour de cette émission et on a envie de savoir. Mais vous nous dites que vous avez rappelé Laurence Ferrari et que tout va bien. Non, je ne l'ai pas rappelé. C'est elle qui m'a appelé pour me dire que... Non, mais elle vous a appelé. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sincèrement. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de toutes ces nouveautés, de cette rentrée très chargée et très active sur le plateau. Restez avec nous encore quelques minutes pour notre bonus, les programmes, les images étonnantes et déroutantes compilées par Vincent Calvé. On regarde. On commence nos bonus avec le top 3 de la semaine, les métiers franchement idiots qu'on a vus à la télé. Numéro 3, c'est faire partie du public de Ce soir ou jamais sur France 3, c'est-à-dire eux là. Non seulement ils n'ont pas la chance comme nous de pouvoir zapper, mais en plus il ne faut surtout pas bouger. Attention, 1, 2, 3, soleil. Ah, perdu. Pas étonnant en tout cas que certains montrent des vrais signes de fatigue, quand d'autres se réfugient dans la boisson. C'est moche. Numéro 2 du top des métiers idiots à la télé, il y a animatrice d'une Call TV sans micro. Et oui, cette semaine sur RTL 9, cette animatrice a dû occuper l'antenne en se faisant à peine entendre suite à une panne de son. Le pire évidemment, c'est quand la régie envoie un jingle sonore bien bruyant. Allez, 2 téléphone, 97 C'est pas très sympa. Enfin, le numéro 1 des métiers vraiment idiots qu'on peut faire à la télé, on l'a trouvé sur la chaîne d'info LCI.
Et oui, c'est assistant technicien sur les plateaux de Damien Givlet. Il s'agit en fait de pousser une chaise roulante pour donner à l'antenne l'impression d'un travelling. Non seulement pousser une chaise, c'est déjà un peu idiot, mais le pire c'est qu'en plus, quand on le fait là, on passe à la télé. L'Anti-Sèche, c'est comment faire croire à tout le monde que vous regardez Arte. Mardi soir, la chaîne diffusait un documentaire d'1 heure sur la dépouille de Che Guevara. Vous ne l'avez pas regardé? Pas grave, on va le résumer pour vous. En gros, le Che a été assassiné en Bolivie en octobre 67. Mais le corps avait disparu. Le cadavre du Che restera longtemps introuvable, mais des fouilles reprennent 30 ans après en Bolivie et là à Banco. Tout semble indiquer que le squelette numéro 2 est celui du Che. Et dire que sur Arte, ça durait 1 heure. Désormais, chaque semaine, à plus clair, dans la semaine du président, on va comptabiliser le temps d'apparition exact de Sarkozy dans les JT de 20h de TF1 et France 2 du samedi au jeudi. Et on a comparé avec celle d'un challenger sérieux pour lui, Bernard Laporte, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Au final, le vainqueur, c'est Nicolas Sarkozy, apparu dans les JT pendant 7 minutes et 40 secondes. Laporte, lui, n'est apparu que 4 minutes et 32 secondes. Loser. Merci la TNT, grâce à toi on peut voir des programmes divers et variés comme Jury de stars sur la chaîne NT1. C'était jeudi soir en prime time, des stars sont invités à réagir sur l'actualité des stars. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Je voulais savoir si dans votre cabinet vous avez des demandes de rallongement de sexe en fait, masculin. J'ai le taxi, il va pas partout. Il marche pas au soda. Bref, on a vraiment envie de dire... Merci. Oui, merci la TNT. C'est la fin de ce JT des médias. À suivre après la pub, le zapping. Je recevrai sur ce plateau Roland McDan. Vous retrouverez également la Webzone et notre observatoire des séries. À tout de suite. Retour sur le plateau de Plus Clair. Tout de suite, comme promis, le zapping. Quand 2 personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne ça. C'est l'ITV Télé. C'est préparé par Alexandre Pérez. Qu'est-ce que tu ne fais jamais devant la télé? Me gratter les coucougnettes. Avec quelle personnalité t'as-t-on déjà confondu? Arthur à l'aéroport, Benjamin Castaldi au début de la Star Academy et Jean-Marie Bigard aussi. Ça arrive. Est-ce que tu as un rituel juste avant de passer à l'antenne? Je me lave les dents et après je rigole avec Pierre et Dominique. Tu es plutôt journal de Claire Chazal ou journal du Hard? Le journal de Claire Chazal peut, dans mon imaginaire, devenir le journal du Hard. Tu es plutôt Harry Roselmack ou David Pujadas? PPDA, c'est mon partenaire de double au tennis, donc je suis obligé de dire PPDA. Si tu devais partir sur une île déserte, tu partirais avec Yves Calvi ou avec Julien Lepers? Je partirais plutôt avec Mélissa Torrio, mais c'est trop tard. Estelle, quelle émission de télé t'aurais voulu inventer? Avis de recherche. Est-ce que tu peux me chanter ton générique d'émission préférée? Si est venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Tu es plutôt Jean-Pierre Foucault ou Michel Foucault? Les deux, mais j'aime bien Drucker aussi. Est-ce que tu demanderais à Valérie Damido de décorer ton appartement? Non. Est-ce que tu t'imagines membre du CSA dans 20 ans? Non, président de la République en Grèce plutôt. Qu'est-ce que tu t'es fait comme cadeau avec ton premier salaire télé, tu t'en souviens? Une Twingo. Est-ce qu'il faut faire de la télévision pour arriver à coucher? Il paraît que ça aide. T'es plus téléfoot ou France 2 foot? Je suis 100% foot, mais j'aime beaucoup téléfoot. Tu écris tes mémoires, tu leur donnes quel titre? Quand j'étais con. Si tu n'avais pas fait de télé, quel métier aurais-tu aimé exercer? J'aurais été prêtre. On n'est pas loin. Est-ce que tu penses que la télévision est l'opium du peuple? Non, je pense que l'opium du peuple, c'est le sport. Voilà, on retrouve Estelle Denis le dimanche, 100% foot à 0h15 sur M6 avec comme invité cette semaine Gérard Rouillet. Nico Saliagas, lui, est sur TF1 tous les samedis à 18h50, 50 minutes Inside, présenté avec Sandrine Quétier. C'était la surprise de la rentrée, le jeu qui a explosé tous les records d'audience aux États-Unis, que le monde entier s'arrache. M6 en a fait son produit d'appel tous les soirs à 20h05. Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans ?
Premier bilan avec Roland Magdan. L'animateur le plus surprenant de la rentrée est un homme débordé. Merci Roland Magdan de nous avoir consacré tout de même un peu de temps pour venir sur le plateau de Plus Clair. Aux manettes donc de ce jeu, êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans? C'est donc tous les soirs sur M6. On va rappeler le concept. Un adulte doit répondre à des questions qui sont normalement du niveau CP 6e. Voilà, CP 6e. Et on est un peu surpris du résultat. On va regarder ça en images, on en parle juste après. Allez, c'est parti! Mesdames, Messieurs, avant de commencer, laissez-moi vous présenter la classe avec Abdelkader, Eva, Alexandre. Simplement, Johan, avant de faire le mariole, vous allez dire à tous nos téléspectateurs, à tous les gens qui nous regardent, que vous n'êtes pas plus fort qu'un élève de 10 ans. J'étais à ça de l'être, mais je ne suis pas plus fort qu'un élève de 10 ans. On va faire un petit bilan un mois après le début de l'émission. Les audiences sont pas forcément aussi bonnes qu'M6 l'aurait souhaité. En chiffres, ça donne 1,7 million de téléspectateurs, c'est 8% à peu près de part de marché. Je suis désolé, c'est pas les chiffres que j'ai. Vous avez quoi comme chiffre? J'ai 2 millions de moyenne. En moyenne. Je veux pas rentrer dans les chiffres parce que c'est là où je n'aime pas la télévision, parce que la télévision est vicelarde. Et les téléspectateurs vont comprendre pourquoi. Ce jeu, il marche parfaitement bien. Simplement, il s'est passé un jour, il y a eu la mort d'un monsieur qui s'appelle Jacques Martin. Ce monsieur est mort, et forcément, tous les gens sont allés sur ce journal télévisé. Pensez bien que c'est quand même... On s'est aperçu l'importance de ce monsieur. Et comme par hasard, une information vicelarde envoyée par on ne sait qui, un homme masqué, une chaîne masquée, vraisemblablement. Ils ont fait, hop, dans les journaux qui s'empressent de dire « Ouh, ça marche moins bien ». Mais ceci dit, Bibiane Godefroy, qui est la directrice des programmes de la chaîne, elle est très satisfaite. Donc tout le monde ne dit pas ça. Vous avez tourné une première série de numéros. Vous en tournerez une deuxième? Normalement, oui. C'est prévu, c'est au programme. C'est prévu dans les prochaines vacances scolaires, parce que comme on tourne avec des enfants, il faut qu'on ait les enfants. Alors, il va y avoir un prime le 19 octobre. C'est le même principe. Êtes-vous plus fort qu'un enfant de 10 ans? Mais cette fois-ci, avec des célébrités. Ils sont combien? 4 invités? Ils sont 4. Qui avez-vous invité sur votre plateau? Il y a des amis ou des ennemis que vous voulez piéger? Non. Non, il y a des clients. Evangélie, je pense que ça va être une cliente sérieuse. Thierry Lhermitte. Valérie Damido, et puis... qui fait partie de la chaîne. Qui fait partie de la chaîne. Et puis, il y a une autre grosse, énorme surprise, mais il paraît que je ne peux pas le dire parce que c'est pas encore sûr, mais si c'est... Allez, on a presque le plan de table au complet. Non, mais c'est vrai. Non, mais je ne le connais pas, mais on me dit une grosse surprise. Alors, vous la connaissez pas? Non, une grosse surprise. Cette petite dose de people, de paillettes et la programmation en prime, c'est pour doper l'audience, c'est pour relancer le programme ou c'était... Je pense que c'est un petit peu tout. C'est en même temps, il y a des gens qui ne connaissent pas l'émission, donc en prime time, ce sera peut-être plus facile pour le faire découvrir. Voilà, moi j'aime pas trop la pression en règle générale, parce que là, tout d'un coup, tout le monde parle de prime time, alors tout le monde. Il y en a toujours un peu quand il y a un prime, effectivement, parce que c'est un vrai risque de programmation pour une chaîne. J'essaye de ne pas y penser, comme quand j'ai fait l'émission, j'ai essayé de penser qu'il n'y avait pas 2 journaux télévisés en face, et qu'il y avait, il y a vous, il y a Canal, il y a l'émission sur la 3, c'est une case horaire où il y a énormément de pression, donc je pense qu'à la limite, j'allais dire que le prime time sera peut-être plus reposant que la situation où on est là à 20h10. Alors, en préparant cette émission, on a voulu savoir qui étaient les autres Roland Magdan. C'est-à-dire d'aller regarder vos homologues étrangers dans toutes les adaptations, parce que c'est un concept qui est décliné dans... C'est bien parce que je ne les connais pas. Dans le monde entier. Alors, je vous propose de les regarder ensemble et vous me dites ce que vous en pensez. Aux États-Unis, on l'a dit, ça s'appelle Are You Smarter Than a Fifth Grader? Et le présentateur est une grosse star aux États-Unis. Il s'appelle Jeff Foxworthy. On regarde ensemble. We're giving away millions of dollars. Great. Hey, I'm Jeff Foxworthy, and this is the show where we ask the question, are you smarter than a fifth grader? Alors, le style. Le style. La moustache, déjà. Voilà. Vous savez que c'est très important, la moustache aux États-Unis. Vous savez qu'une
On vous a demandé de surtout pas la raser quand vous avez signé ou pas? Non, mais vous savez qu'aux États-Unis, c'est comme si vous aviez la gale, une moustache. Alors, en Allemagne, ce n'est pas un Allemand, mais une Allemande. Elle s'appelle Cordula Stratmann. Ah bon? Et oui, vous allez la découvrir avec moi. Da weiß doch jedes Kind. Très maîtresse d'école, hein? Oui. Je pourrais faire chanteuse rock aussi à un moment donné, mais bon, il faudra choisir. Un petit côté Annie Lennox. Vous avez remarqué, ouais. hein. On passe à l'Espagne. Sabes más que un niño de 10 años, Ramón García. Ramón. J'adore. Vous l'aimez bien, lui? Oui, j'aime bien. Oui. Il a un côté vivant. Ça. On part en Roumanie. Alors là, je ne garantis absolument pas la prononciation roumaine. Te crezi mai deștept. Et il s'appelle Virgil Lantu, ou Lantu, je ne sais pas. Je ne parle pas couramment le roumain. Ah, ils ont changé le générique. Oui, bon, le roumain... Cheveux poivre et sel, petite chemise rose. Oui, et costume gris clair. Non, je pense qu'il aurait mieux fait de suivre les Américains. Merci beaucoup d'être venu répondre à toutes ces questions. Est-ce que vous surfez sur le net? Non, je ne sais pas ce qui se passe, moi, avec le net. J'ai toujours un problème. Ah. Mais non. Vous avez la poisse avec les ordinateurs. Ah oui, c'est pas grave, on a surfé pour vous. C'est l'heure de notre webzone. Pour vous faire de nouveaux amis sur le net, rien de plus simple. Il faut juste cibler copains d'école, jumeaux artistiques, compagnie disons un peu plus poussée. À chaque recherche correspond son site communautaire. Mais si vous recherchez des amis riches ou célèbres ou les deux, il faut taper dans le haut du panier le gratin à son adresse, Small World, un club très fermé dont tout le monde parle. Vous connaissez peut-être déjà MySpace ou Facebook, les réseaux communautaires du net. À eux deux, ils attirent plus de 150 millions de visiteurs uniques par mois. Et bien voici Small World, fondé par 7 hommes qui nous en expliquent le principe. On peut dire que c'est un Google social, car pour y entrer, il faut que vous y soyez invité par un ami. C'est comme tous les clubs, les country clubs. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent être frustrés de ne pas y entrer. Small World Country Club du net, pas mal comme concept, surtout quand on connaît la répartition des membres. 40% de personnes qui travaillent dans la finance, 20% dans les médias, le reste des people et des fils de. Dans les médias, justement, on a rencontré un homme qui nous explique ce qu'il y cherche. On va pas se mentir, tous ces réseaux servent à pécho de la meuf. Tout simplement. Mais non, Mouloud, Small World, c'est hyper strict. Alexia, qu'on a rencontrée, est attachée de presse d'un artiste dont on taira le nom, car on ne se vante pas sur ce genre de site. Elle nous a expliqué qu'il y avait des règles. Par exemple, on ne peut pas solliciter les membres n'importe comment, à tout va, sinon on risque de se faire évincer du site. Au bout de 3 refus, on retombe dans ce qu'ils appellent le Big World, et du coup on ne fait plus partie du cercle restreint de Small World. Nous avons 6 webmasters répartis dans le monde, mais surtout 255 000 membres qui nous informent des comportements ou activités inappropriés sur le site. Vous l'aurez donc compris, sur Small World, que du beau monde, du people, du branché et des dollars. Quentin Tarantino, qui tourne souvent avec des top modèles comme Naomi Campbell, qui chante sous sa douche comme Hayden Panettiere, la pom-pom girl D-Rose, qui adore Paris comme Edouard Baird ou Mouloud, deux dandys branchés. Alors j'ai appris que Bernard de la Villardière était sur Small World. Comme j'aime beaucoup ses reportages où il se balade dans le monde avec une parka. C'est vrai, sur Small World, il y a aussi Bernard de la Villardière. Je t'aime, Bernard. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense des people, Bernard? Il nous étonne, il nous intrigue, il nous agace aussi. Créé en mars 2004, Small World n'est pas le seul site du genre. Le dernier se nomme Diamond Lounge. Il a ouvert le 1er octobre, mais attention, ne seront acceptés que 30 000 membres sélectionnés parmi le gratin, la crème de la crème. Les règles encore plus strictes que sur Small World. À part ça, quoi de neuf dans la webzone? La semaine dernière, ce clip diffusé sur une chaîne américaine. Un clip qui vise le président iranien. En Iran, on n'a pas d'homosexuels comme dans votre pays. Alors qu'il était en tournée promo un peu particulière aux États-Unis, le chanteur des Maroon 5 et un comique américain lui ont rendu la monnaie de sa pièce avec cette chanson qu'ils lui ont dédicacée. I know you say there's no gays in Iran, but you're in New York now, baby. Yes, so crazy.
Et on finit cette webzone avec Second Life, où on peut se créer une nouvelle vie dans un monde virtuel. Mais ça, vous le savez, Stéphane Pila a écrit une sorte de mode d'emploi où il nous explique tout ce qu'on peut y faire. Par exemple, l'amour, Stéphane. On peut faire l'amour à plusieurs, à 2, à 3, à 4. Il y a plein de choses prévues pour ça. Et la guerre ? Oui, on peut faire la guerre. Il y a des gens qui se font la guerre, il y a des gens qui font du jeu de rôle, il y a plein de possibilités. Plus clair sur Second Life, c'est possible ? On ne trouve pas de médias traditionnels encore, alors qu'on pourrait, ça serait tout à fait possible. Et travailler plus pour gagner plus, on peut ou pas ? Peut-être travailler moins pour gagner plus. Il y a des gens, je pense, qui sont en train de développer des choses assez intéressantes au niveau de ce concept. Bah alors Stéphane, tout est possible sur Second Life ? Oh, je pense qu'on peut tout faire dans Second Life. J'ai pas tout exploré, mais on peut tout faire. Voilà, et ce soir, c'est la nuit blanche à Paris notamment, mais aussi sur Second Life, puisque la mairie de Paris a installé un stand dans le monde virtuel. Sur France 2, Karine Le Marchand nous promet de faire sauter les tabous qui persistent encore dans la société française. Homosexualité pour le numéro 1, prostitution pour le numéro 2, le tout sur le mode de la confession, preuve que parler de sexe à la télévision est toujours aussi délicat. Ils sont pourtant de plus en plus nombreux à tenter le sexe autrement. Nous parlons toujours d'exercice télévisuel, bien sûr. C'est une enquête de Christelle Robière. Y a-t-il encore des tabous à faire tomber sur le sexe à la télé ? Moi, ça fait depuis 12 ans que je me prostitue, ça fait depuis 12 ans que je suis un morceau de viande, ça fait depuis 12 ans que je suis une mouche à merde, et ça fait depuis 12 ans que je suis une serpillière. Karine Le Marchand entend s'attaquer sur France 2 aussi bien au tabou de la prostitution qu'à celui du plaisir féminin. Et pour recueillir ses confessions, selon elle, il faut éviter la vulgarité et en même temps recueillir la parole la plus sincère possible. Je pense que la crudité des propos n'a rien à voir avec la vulgarité. Je pense que on peut dire les mots qui sont dans le dictionnaire, on peut dire sodomie, fellation, mais quand c'est entouré d'émotions, je pense que ça passe très bien. C'est quand c'est juste cru que c'est vulgaire. Une méthode qu'elle applique aussi tous les matins depuis l'an dernier dans On n'est pas que des parents sur France 5. Pour vous, c'est quoi être bisexuel ? C'est une forme de liberté. Je voulais d'ailleurs vite vous remercier de proposer ça, parce que moi j'aurais voulu, quand j'étais plus jeune, avoir des repères à la télé et voir des gens qui témoignent là-dessus. Pourtant, ce genre de témoignage, la télé de papa en offrait déjà sur un plateau. Une animatrice, un sexologue et des témoins parfois anonymes. Regardez bien, en 1973, voilà comment aujourd'hui madame parlait déjà de frigidité. La frigidité de la femme, c'est un problème du couple. Il y a des ajustements, des besoins, la technique du partenaire, tout rentre. Mais... Cherchons-en la contre-preuve. Alors, est-ce que l'on peut imaginer qu'une femme soit frigide avec un partenaire et qu'elle ne soit pas avec l'autre ? Oh, mais c'est la vie courante, ça. Oui. 35 ans après, la vraie différence, c'est la fréquence des rapports entre la télé et le sexe. Le sexe est désormais partout, en télé-réalité, dans les talk-shows ou les magazines de reportage, car il affole évidemment les audiences. On fait de l'audience à la télé avec le sexe quand on aborde le sexe de manière détournée, un peu du côté voyeur ou sociologico ou dans les magazines qu'on dit maintenant sociétaux. Oui, mais pas si simple. Mais il faut que ce soit abordé d'un point de vue plus sociétal et non en frontal. Pour preuve, mardi soir, Le Droit de savoir sur TF1 consacré au marché du sexe a fait 33% de part d'audience, le double de l'émission de Karine Le Marchand qui revendique son caractère sexuel. Parler frontalement de sexe, c'est plus facile sur les chaînes du câble. En 2001, Teva défrayait la chronique avec Sex in the TV, un talk-show qui pour la première fois ne se cachait pas derrière son petit doigt. Les hommes disent que le clitoris, c'est dans cette position qu'il est le plus accessible. Donc ça, c'est un avantage pour les hommes. Oui, d'accord, mais la photo est nulle. En revanche, la photo est nulle. Et l'angle de vue pour les femmes est assez impressionnant aussi. Et la même Teva va récidiver mi-novembre avec un programme danois ludique et pédago de coaching sexuel. Dans l'école du sexe de Johan, les élèves suivent chaque semaine des cours théoriques en classe avant de mettre en pratique à la maison ce qu'ils ont appris. L'avantage du câble, c'est qu'on peut effectivement tenter des choses, on peut avoir peut-être une plus grande liberté de ton. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la censure sur les grandes chaînes, mais juste voilà, on peut peut-être plus oser parce qu'on est dans un univers un petit peu moins large. C'est clairement pour le câble satellite une façon de se démarquer. Se démarquer, c'est ce que fait aussi Jimmy chaque mercredi soir avec Porno Family, une série documentaire sur une famille,
peu conventionnel. Je suis ce qu'on pourrait appeler un Américain lambda. J'ai un fils que j'élève seul et dont je suis complètement marteau. Je travaille avec ma mère et mon cousin dans l'entreprise familiale. Oh, une dernière chose. Je fais des vidéos pour adultes. Et devinez quoi? La très sérieuse Arte est en train d'écrire une série baptisée Xanadu sur ce même thème. C'est l'histoire d'une famille avec une légère quand même particularité, c'est qu'elle a hérité d'un empire du sexe. Et donc l'héritière va devoir effectivement gérer cette entreprise dans ce milieu très particulier. En revanche, Sex in Court, diffusé sur une filiale de Channel 4, n'a pas trouvé preneur en France. Ce côté tribunal du sexe qui sanctionne le mauvais partenaire ne passerait pas ici. Guilty or not guilty? Guilty. Now the sentence of this court is as follows. Anal sex will be banned for a month. Car en France, on ne badine pas avec le sexe. La seule difficulté qu'il y a dans ces sujets sur la sexualité, c'est qu'effectivement, nous, on a une façon de dédramatiser que vous connaissez, qui est de déconner de temps en temps, de faire des petites vannes, des machins, sourire, etc. Et c'est paradoxalement très difficile de le faire quand on parle de problèmes de sexualité, parce que ça fait marrer tout le monde, les histoires de cul, mais ça fait pas marrer ceux qui en sont victimes. Est-ce que l'éjaculation précoce, ce n'est pas simplement le partenaire qui se laisse aller égoïstement à son plaisir ? Alors moi, je souligne en rouge, non, non et non. Dans Allo Docteur sur France 5, des médecins viennent répondre aux questions des téléspectateurs durant une demi-heure, loin des sujets à la mode sur l'échangisme ou les sextoys. Une vision que partage Karine Le Marchand sur France 2 dans son émission sur les tabous. On parle d'échangisme sur toutes les chaînes de télévision, on monte les images les plus trash, mais ça représente 1%. Des Français, et encore c'est de temps en temps. Mais en revanche, qu'est-ce qui conduit vraiment à l'échangisme? Comment on se sent quand on distingue son corps de son esprit et quand on participe à un jeu de la séduction qui est de plus en plus performant? Ça, on en parle moins et c'est dommage. Parce que c'est un peu frics quand même la télévision, c'est un peu un zoo parfois quand même. La télé ne serait qu'un zoo cathodique alors? Et si on réapprenait à parler d'amour? C'est le casse-tête de tous les directeurs de programmes qui ne travaillent pas à TF1. Le rouleau compresseur des mardis et mercredis, les experts tout court, experts Miami, experts Manhattan, peu importe la ville, le résultat est le même. La série fait le plein et engrange les plus grosses recettes publicitaires. Même chose aux États-Unis, mais quel est donc votre secret, les experts? Vincent Calvet a mené l'enquête. Cette semaine sur TF1, les experts Miami ont rassemblé mardi soir près de 10 millions de téléspectateurs. Aux States, le démarrage de la 8e saison des experts a captivé 25 millions de personnes. Les experts, c'est une valeur sûre du PAF. La série repose avant tout sur une idée simple, celle que la police se sert aujourd'hui plus d'éprouvettes et de microscopes que de flingues pour résoudre ses enquêtes. Une idée plutôt rassurante. C'est rassurant dans la mesure où le spectateur peut se dire que si un jour il lui arrive quelque chose, le coupable sera toujours découvert, que le crime parfait n'existe pas et que la science, la police scientifique est là pour protéger tout citoyen. Et il te dit quelque chose ou pas? Et la série est très documentée. Elle dévoile des nouvelles techniques d'investigation encore peu répandues. Normal, avant de proposer leurs innovations à la police scientifique, les laboratoires n'hésitent pas à partager leurs découvertes avec les producteurs de la série. C'est très instructif parce que ça nous donne l'idée de demander peut-être des analyses ou des investigations qui n'ont pas encore été réalisées et qui pourraient aider à la recherche de la vérité. Mais le problème de ces techniques, c'est qu'elles sont souvent d'avant-garde et très chères. Il faut dire que dans Les Experts, rien n'est laissé au hasard. Les 3 séries répondent toutes à un cahier des charges bien précis. À la tête de chaque équipe, il y a un personnage charismatique qui a toujours une bonne longueur d'avance sur les autres. Il s'agit d'une substance composite. Mais quoi, je vous le donne en 1000. Lait écrémé, beurre, blanc d'œuf et colorant alimentaire. Du sang peut-être? On peut vérifier? Non, le sang n'a pas pu gicler jusque-là. Un style qu'on peut facilement tourner en dérision. Well, I guess we've found our man. C'est quoi alors? Je ne sais pas, fais-le analyser. Chaque générique est illustré par une chanson des Who. Rien d'autre. Si la couleur, chaque série a la sienne. Pour Las Vegas, c'est le bleu.
À Miami, c'est le jaune et à Manhattan, c'est une ambiance verdâtre. C'est malin, du coup, le téléspectateur reconnaît toujours un épisode des experts quand il tombe dessus et on peut suivre l'histoire même si on a raté le début. La preuve, TF1 a longtemps diffusé les épisodes de ces séries dans le désordre, une vilaine habitude qu'il va falloir changer. La 7e saison qui va être diffusée par TF1 des experts Las Vegas comprend pour la première fois des éléments feuilletonnants puisque Grissom et son équipe vont être à la recherche du même serial killer tout au long de la saison. Et oui, depuis que les experts ont été concurrencés aux USA par les médecins de Grey's Anatomy, ils ont dû revoir un peu la formule. En résumé, la recette des experts, c'est l'apologie de la science, un personnage fort, un bon vieux rock et une couleur, une formule gagnante qui assure grave, n'est-ce pas Horatio ? Ça ne peut pas être plus grave, madame. Voici les membres de la famille Darling. Ils sont riches, célèbres et puissants et ce sont les héros d'une nouvelle série américaine, Dirty Sexy Money. Cette série suit les aventures d'un jeune avocat engagé par le patriarche pour gérer les affaires de la famille. Et depuis qu'il travaille pour eux, son téléphone n'arrête pas de sonner. Cette série porte un regard franchement décalé sur la haute bourgeoisie new-yorkaise. Au menu, tension familiale, relations sexuelles extraverties et des rejetons qui sont un peu à la ramasse. Attention, la ressemblance entre ce personnage et une certaine Paris n'est absolument pas fortuite. Dirty Sexy Money est en tout cas l'une des nouvelles séries US les plus prometteuses de la rentrée télé américaine. Des fontaines de sang dans plusieurs villes des États-Unis. Non, il ne s'agit pas du jugement dernier, mais d'une campagne promo provenant sans doute de l'esprit pervers d'un responsable marketing de la chaîne américaine Showtime. Pour promouvoir le lancement de la saison 2 de Dexter, la chaîne a eu comme idée de teindre en rouge l'eau de 14 fontaines de différentes villes des States. Dexter, c'est cet homme, médecin légiste le jour et serial killer la nuit. Une série sombre et fascinante. Comme quoi, une bonne série ne donne pas forcément toujours de bonnes idées. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, on prend un café. Pascal Clark fait l'addition. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine, samedi 12h50. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.